on poste 2 messages, on se fait ban, scam, Ah promotion, ouais, scam et ah tout. ouais, carrément. Toujours ban d'ailleurs sur CryptoFR. S'ils nous regardent, coucou, on est là. N'hésitez pas à nous débattre si vous voulez. Voilà, bon, ça ne nous a pas empêché de fonctionner, tu vois. Donc, bonjour Jérémy. Merci d'avoir accepté cette interview pour Greenprix. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Ouais, carrément. Je m'appelle Jérémy Vauquier, je suis le fondateur et le président d'Alira, qui est une école spécialisée sur la blockchain. Voilà, on forme des développeurs, des consultants, des spécialistes en finance décentralisée. On existe depuis fin 2018, on commence à avoir un peu de recul. Et puis c'est un vrai plaisir de former les gens à l'écosystème blockchain. C'est une satisfaction de tous les instants. Euh, donc, toi, tu es dans la blockchain depuis combien de temps à peu près? Moi, j'ai rencontré la blockchain en 2013 dans un cours à mon école à l'époque qui était à Sciences Po, où le prof nous dit Bitcoin va faire à l'industrie de la finance ce que le père à pair a fait à l'industrie du disque. Et ça m'avait marqué comme formulation. Et puis l'aspect à l'époque, j'étais passionné par les questions monétaires. Comment est-ce qu'on crée de la monnaie, qui crée de la monnaie, pourquoi, etc. Et je trouvais incroyable l'expérience menée par Bitcoin. Voilà. Alors pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai pas massivement investi à l'époque. J'anticipe la question, je l'ai toujours. Et finalement, ça m'a travaillé. Je suis passé par d'autres trucs liés notamment aux revenus de base, etc. Et en 2018, mon métier à l'époque, c'était de former plutôt des développeurs web. Il n'y avait pas d'école qui formait à la blockchain du tout. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que d'une part, il y avait des gens qui voulaient se former. Il y avait un besoin au niveau de l'écosystème d'avoir de la formation de qualité. Et puis moi, je savais le faire et j'imaginais que d'autres savaient aussi organiser la formation professionnelle. Je ne suis pas le seul en France à savoir faire ça du tout. Et bref, mais du coup, comme personne ne le faisait, je me suis dit, je le fais, faisons-le. Et puis voilà, moi, cette thématique me passionnait, donc ça m'a permis d'allier un peu ma passion à mon savoir-faire professionnel, quoi. Ouais, c'est très bien. Vous avez su répondre à un besoin. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Et donc, tu as fondé Alira il y a quelques années. Est-ce que tu peux présenter un petit peu plus Alira, comment ça fonctionne, ce qu'on y apprend, etc. Ouais, bien sûr. Donc, à l'IRA, aujourd'hui, on a 3 parcours. Un parcours pour les développeurs, un parcours pour les consultants et un autre pour les spécialistes finance décentralisée. Tous nos parcours sont sur 12 semaines. Euh, Tous nos parcours sont sur un format mixte entre du en direct et du différé. Donc, en général, sur un parcours, tu vas avoir 2 séances en direct par semaine d'à peu près 2 heures. C'est 3 séances sur le programme développeur, qui est un peu plus, il y a un peu plus de contenu en direct. Et tu vas avoir entre 1 à 2, 3 heures en fonction des semaines de vidéos enregistrées avec des exercices, des cas pratiques, etc. sur une plateforme de formation. Tu as une communauté qui est réunie sur un Discord avec toute l'école à l'IRA, nos partenaires, on a plus d'une centaine de partenaires aujourd'hui, tous les alumni, les profs qui répondent en direct aux questions des apprenants sur Discord, les apprenants qui peuvent se rencontrer entre les sessions, entre les promos aussi, les consultants qui parlent avec les devs, etc. Il y a vraiment une super ambiance sur ce Discord, honnêtement. Et voilà, et donc on les accompagne pendant 12 semaines. Le but, c'est de faire en sorte de les intégrer à l'écosystème blockchain à la fin. D'accord. Bien. Voilà. Ok. Et au niveau de l'employabilité, justement, quels sont les retours après la formation? Quand on fait des enquêtes à la fin de nos formations, notamment 6 mois après, ce qu'on observe, c'est 2 choses. La première, c'est que, alors, je donne une précision méthodologique, on ne peut pas inventer de chiffres. Donc, les chiffres qu'on a, c'est les chiffres qu'on nous donne. C'est les chiffres que les gens qui nous répondent nous donnent. Donc, je ne connais pas le chiffre dans l'absolu de Bien sûr. l'insertion et je ne le connais pas parce qu'en fait, si les gens ne me le disent pas, je ne peux pas l'inventer. Mm. Mais en tout cas, sur les chiffres que les gens nous donnent, ce qu'on a, et on a quand même un bon taux de réponse, ce qu'on a, c'est 90% de nos apprenants sont en emploi 6 mois après la formation. Donc, c'est plutôt une bonne première étape. 70% de ce groupe-là déclarent travailler dans un métier qui a un lien avec la crypto, avec la blockchain. Donc, c'est un deuxième truc qui nous satisfait beaucoup.
Voilà. Après, ce n'est pas 100% des gens qui font à l'IRA qui finissent par travailler dans la blockchain. C'est normal. Et aussi simplement par le fait que ce n'est pas l'objectif de certains de nos apprenants. Même si on a une formation professionnalisante d'abord et avant tout, on sait très bien à chaque session qu'on a des gens qui font la session parce que ils ont envie, parce que ils sont passionnés, parce qu'ils ont envie de découvrir cet écosystème et pas forcément dans un but d'insertion professionnelle. Voilà. Oui, bien sûr. D'accord. Ok, très bien. Donc, tu as fondé donc, Alira il y a quelques années. Est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu as fondé Alira ou est-ce qu'il y a eu des choses difficiles à vivre? Bon, oui, fonder une entreprise de manière générale, ce n'est que des difficultés. C'est sûr. Donc j'en ai rencontré plein. Allez, je te raconte une anecdote. Quand on a démarré la formation, on a été posté, on était tout contents, on a été posté avec Maxime, qui est aujourd'hui directeur du développement chez Alira. Mhm. Déjà à l'époque, travaillait avec moi. Et on poste sur CryptoFR, Crypto.fr. Je ne sais pas si tu vois Ouais, je le, vois. le Slack en leur disant voilà, on a créé une école, on va former à la blockchain, ça va être trop bien. À l'époque, c'était 10 semaines, 10 semaines de formation pour les développeurs, on va apprendre Solidity, plein de trucs et tout. On poste 2 messages, on se fait ban, scam, Ah promotion, ouais, scam et ah tout. ouais, carrément. Toujours ban d'ailleurs sur CryptoFR. S'ils nous regardent, coucou, on est là. N'hésitez pas à nous débattre si vous voulez. Voilà, bon, ça ne nous a pas empêché de fonctionner, hein, tu vois. Mhm. Mais voilà, donc d'entrée de jeu, il y a une vraie défiance de la part de certaines personnes qui sont là dans l'écosystème depuis longtemps sur le fait que on puisse former à la blockchain, tu vois, qu'en fait, il ne fallait pas être forcément autodidacte, que non, qu'en fait, il y a des gens des professionnels qui ont envie d'être formés comme des professionnels et oui, qui ont envie d'avoir un prof qui leur transmet des choses. Et en fait, pour moi, c'est aussi le signe du fait que la blockchain atteint une forme de maturité, quoi. Comme toutes les autres technos, en fait, tu peux faire de la formation Bien professionnelle dessus et sûr. c'est plutôt Mhm. profitable pour les gens qui le suivent. Bien sûr. Voilà. Il y a vraiment un besoin de formation aussi dans ce domaine-là, hein. L'éducation est vraiment la clé. Et puis après, les difficultés, c'est quoi? C'est de trouver des bons profs qui sont à la fois passionnés par ce qu'ils font et bons pédagogues. C'est jamais simple. Les difficultés, c'est correspondre aux attentes de tous les apprenants qui peuvent être variés et multiples. C'est pas simple de faire de la formation Bien sûr. professionnelle, mais moi, à titre perso, ça fait ouais, ça doit faire 6 ou 7 ans que je suis dans ce secteur-là. Je commence à. Enfin, voilà, là aujourd'hui, tu vois, nos apprenants, par exemple, les taux de satisfaction qu'on a en fin de formation, on leur demande toutes les semaines comment ils se sentent. Mhm. En moyenne, on est à plus de 90% de gens qui nous disent soit c'était excellent, soit c'était très bien, soit c'était bien. Mhm. Donc, Ok. les gens sont contents et en gros, les deux indicateurs, c'est les gens sont contents et ils arrivent à s'insérer professionnellement. Pour moi, c'est que Ah ouais, c'est ouais, c'est sûr. D'accord. Ok. Et donc, toi, tu es dans l'écosystème blockchain depuis donc, quelques années. Est-ce que tu as noté une évolution dans le profil des personnes qui veulent s'inscrire dans le monde de la blockchain depuis quelques années, entre ouais, 2017 et aujourd'hui, par exemple? Pardon? Entre 2017 et aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu as noté une différence dans le profil des personnes que tu rencontres? Il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu une grande première vague, pour le coup, d'autodidactes, de vrais autodidactes, parce qu'en fait, simplement, la blockchain était trop émergente pour qu'il y ait des formations comme Alira. L'écosystème était suffisamment peu foisonnant. Tu vois, au tout début, tu me dis 2017. 2017, ça fait à peine 2 ans que Ethereum existe. L'écosystème est encore très largement dominé uniquement par Bien Bitcoin sûr. et Ethereum, Mm. même s'il commence à y avoir plein d'autres projets, hein, bien sûr. Mais je veux dire, on n'a pas toute l'avalanche d'informations qu'on a eu depuis, l'arrivée massive de la DeFi, avec tous ces protocoles et tous ces fonctionnements, l'arrivée massive des NFT, toutes ces choses-là, on ne les a pas encore connues. Donc, c'est un écosystème où tu peux encore être un autodidacte, en fait. Mm. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup professionnalisé, en fait. Donc, maintenant, effectivement, les gens se forment pour pouvoir y accéder. Il y a encore des autodidactes, mais leur part réduit à mesure que le temps passe.
et l'écosystème a gagné en épaisseur, je pense, a gagné en diversité, a gagné en acquisition aussi, parce qu'en 2017, je ne sais pas combien d'utilisateurs on était, mais on devait être probablement, je ne sais pas, autour de entre 1 et 10 millions d'utilisateurs de crypto ou de blockchain sur Terre. Mm. On est bien au-dessus de ça maintenant. Donc, Bien sûr. Mm. ça, Ouais, donc depuis quelques années, il y a vraiment une professionnalisation dans ce domaine-là. Et justement, ce qui est intéressant avec Alira, c'est que vous proposez justement une certification aussi qui est inscrite sur la blockchain. ouais. Donc ça, c'est On intéressant. travaille avec BC Diploma là-dessus. Et en vérité, on en propose même deux des certifs. On propose une certif qui est reconnue par France Compétences, qui porte sur l'innovation, sur porter des projets d'innovation dans des organisations. Voilà, on est en partenariat avec Cameo là-dessus. Et effectivement, on remet un badge qui reconnaît le fait que les gens ont suivi la formation, consultant blockchain, développeurs, etc., quoi. Mm. Et justement, pour avoir cette certification, les apprenants doivent aussi réaliser des projets, c'est ça? Exactement. Ils réalisent un projet en équipe qui présente face à un jury professionnel qui est issu de l'écosystème. Donc, on a eu plein de gens qui travaillent dans l'écosystème aujourd'hui, qui sont passés sur nos jurys, qui d'ailleurs des fois finissent par recruter les apprenants qui voient passer dans les jurys. Et ça, pour nous, c'est important parce que comment dirais-je, on ne les certifie pas nous entre nous en se mettant sur un bureau et en faisant lui on l'aime bien, vas-y on le certifie. Ouais. Mm. Non, c'est un jury professionnel extérieur. D'ailleurs, des fois il se passe des trucs, hein, c'est que précisément lui on l'aime bien et on se dirait quand même ça aurait été bien si, mais non, le jury dit que non, donc rien, c'est le jury. C'est le jury qui décide et c'est important. Est-ce qu'il y a certains projets qui ont abouti ou des projets qui t'ont marqué justement ou... D'apprenants, ouais, alors on a des projets qui concernent le fait de verrouiller le fait que tu as envoyé un mail, un truc qui s'appelle Set in Stone, que tu as envoyé un mail qui, par exemple, pourrait contenir des informations juridiques comme des informations RH ou des choses comme ça, Ouais. que tu l'as bien envoyé et que qui tu l'as envoyé l'a bien reçu à une certaine date et que donc, par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple un peu. Désolé pour l'exemple, mais quand tu convoques quelqu'un à un entretien préalable à un licenciement, par exemple, ce n'est pas l'exemple le plus joyeux, hein, mais tu dois le faire 15 jours avant tu dois lui donner un délai et ça permet de faire la preuve que ce délai a bien été respecté. Donc voilà, c'est un exemple. On a des apprenants qui ont mené qui ont fait des projets de start-up dans le domaine du paiement aussi. D'accord. Et qui fonctionnent pas mal, quoi. Paylib, c'est ça? Alors, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est Paynov qui s'appelle. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc il y a des projets qui finalement vraiment aboutissent finalement. Donc ça aussi, Ouais, c'est ça. J'avais un ça petit doute sur renforce le côté professionnalisant de la formation. C'est ça. Et j'avais un petit doute sur le nom, mais c'est bien Paynov. Et Mm. Paynov, c'est un projet où il y a beaucoup d'anciens apprenants, il y a des anciens devs, il y a des anciens chefs de projet, des anciens consultants qui ont monté ce projet. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont réussi à faire ça, quoi. Et on a aussi des apprenants qui rejoignent des projets qui existent déjà. Donc, on a des gens qui bossent chez Tezos, la blockchain avec vérification formelle. On a des gens qui bossent chez Decentraland. Il y a plein des gens chez Realty, la boîte qui tokenise de l'immobilier aux États-Unis. Chez Jarvis, le protocole de finance décentralisée. Enfin bref, il y en a toute une série Ok, c'est très bien ça. qui fait bien plaisir à voir, quoi. C'est sûr. J'avais une autre question sur quels réseaux sociaux on peut vous suivre et se tenir informé des informations. Il y en a deux en gros principaux. Ouais, il y en a trois en vrai. LinkedIn, sur lequel on est assez actif. On peut nous suivre aussi sur Twitter et sur Facebook. C'est les trois qu'on alimente. Donc ça, c'est les différentes manières de nous suivre, c'est ces trois-là. D'accord, ok. Et alors, Alira, dans 5 ans, est-ce que tu as... À quoi ça va ressembler Alira dans 5 ans? Est-ce que tu as une petite idée? Belle question. Pour moi, l'objectif, c'est de vraiment devenir
un genre d'écosystème dans l'écosystème. Donc, c'est de développer un peu, déjà, c'est d'être, bon, on l'est déjà en vrai, mais de l'être encore plus, la référence en termes de formation blockchain. Donc, de couvrir tous les secteurs possibles, de faire un cours spécialisé sur les NFT, de faire un cours spécialisé sur comment on fait pour lancer un token, de faire des cours spécialisés sur le juridique, enfin vraiment de multiplier des modules de spé qui permettent de couvrir vraiment en profondeur tous les aspects des sujets blockchain. La deuxième chose, c'est d'aller sur d'autres thématiques connexes. Par exemple, de développer un projet qui permettrait de quantifier l'incertitude sur le futur. Ça, c'est un projet qui s'appelle Delphia, dont je parle parfois. Et qui Avec un système permettrait… d'oracle? Pardon? Avec Ouais. un système d'oracle, c'est ça? Moi, je l'appelle un oracle, mais c'est pas oracle comme les gens utilisent le mot oracle d'habitude dans l'écosystème, parce que oracle, d'habitude, ce que ça veut dire, c'est un système qui transmet des données, qui envoie des données on-chain, donc sur Ethereum par exemple, alors que les données ne viennent pas d'Ethereum, typiquement des prix. À la base, un oracle en blockchain, ça sert à ça. Moi, j'utilise oracle un peu plus dans le sens mythologique, quoi. D'accord, ok. Donc, c'est plutôt, tu vas voir la Pity, tu lui demandes de quoi l'avenir va être fait et elle te le dit. Sauf que vu qu'on est des gens on vit au XXIe siècle, maintenant, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on demande d'évaluer la probabilité d'un événement futur. Ensuite, on crée un système d'incitatif qu'on appelle pro-honnêteté, qui du coup fait en sorte que les gens sont incités à donner leurs vraies évaluations, on pourrait dire leurs vraies crédences dans un paradigme bayésien sur les événements futurs. Et ensuite, avec ça, on est capable finalement de prédire l'avenir mieux que le hasard. Pas de manière absolue, bien sûr, ça c'est impossible, mais mieux que le hasard. Et ce que la recherche montre dans ce secteur-là, et ça je trouve ça absolument passionnant, c'est que contrairement à ce que je croyais il y a quelques années, en fait, il existe une compétence de prédiction du futur, ou de quantification de l'incertitude, c'est la même chose. Et cette compétence, en fait, on peut la détecter par le fait de poser régulièrement des questions dont les réponses sont univoques et avec des évaluations pro-honnêteté. Donc, quand tu fais ça, tu as tous les ingrédients pour finalement quantifier l'incertitude sur le futur le plus précisément possible et le faire d'une manière vertueuse, quoi. Et ça, aujourd'hui, tu vois, là, je t'en parle comme ça, c'est un protocole blockchain qui pourrait exister, qui n'existe pas. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent le faire, envoyez-moi un mail. On est en train de réunir l'équipe pour le faire au moment où je vous parle. Ou faites-le de votre côté et puis on se tapera dans la main parce qu'on sera concurrent dans 4 ans et ça sera cool aussi. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Ça existe sans blockchain. Et à mon avis, c'est une erreur de faire sans blockchain. C'est un secteur porteur, sans doute. Ouais, c'est un secteur porteur, exactement. Et je prends juste un exemple là-dessus et je finis là-dessus parce que tu m'as posé la question sur Alira au futur, mais donc du coup, oui, bien sûr. C'est vraiment un écosystème avec plein de choses dedans qui se répondent, qui s'imbriquent et qui permettent de vraiment finalement délivrer la promesse des technologies blockchain, qui est un monde plus transparent, plus décentralisé et plus juste. Moi, c'est ça que j'ai envie d'accomplir avec Alira au fond. Et donc Delphia, c'est un des éléments de ça. L'école, c'est un des éléments. Et juste pour finir sur Delphia, tu vois, on entend là en ce moment en France le gouvernement qui commence à nous dire attention, peut-être que cet hiver, vous allez être coupé de l'électricité, peut-être qu'on va faire des blackouts tournants, je ne sais pas quoi, acheter des batteries, acheter des générateurs, enfin bref, super. Donc, il commence à nous dire ça. On sent, quand on fait un peu l'actualité, on sent que ça commence à sentir un peu le sapin. Mais à quel point est-ce que, par exemple, si on se pose la question, est-ce qu'un blackout va survenir durant l'hiver en France? Est-ce que c'est très probable? Est-ce que c'est très improbable? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que 50, 60, 70%? Et en fait, en fonction de ces différents trucs, tu ne gères pas le risque de la même manière. Si finalement on se rend compte que c'est 70%, tu ne vas pas prendre les mêmes mesures de précaution que si tu penses que c'est 5%. Et un système comme Delphia permettrait d'avoir une estimation, de savoir finalement si on est à 80% ou à 5%. D'accord. Et de savoir comment utiliser cette information que le gouvernement nous dit peut-être qu'il va y avoir des blackouts. Peut-être, ok, cool, mais
peut-être comment. Ok, ok, intéressant. Ok, très bien. Donc là, on a un petit peu parlé d'Alira de façon générale, mais maintenant, si on se concentre un petit peu sur la blockchain, si tu devais expliquer la blockchain à quelqu'un de non initié, comment tu dirais en gros ce que c'est que la blockchain? Quelqu'un de quel âge? Je sais pas, la vingtaine par exemple. La vingtaine. Bon, quelqu'un de non initié qui aurait 20 ans, ce que je lui expliquerais, c'est que la blockchain, c'est un registre qui sert à enregistrer des transactions et qui sert à échanger, à acter des échanges de valeur économique. C'est-à-dire, on a quelque chose qui a une valeur économique, on veut l'échanger tous les deux. On va utiliser les technologies blockchain pour le faire. Et ce registre, il a trois propriétés fondamentales. La première, c'est il est inaltérable. Quand tu écris une information dedans, tu ne peux pas l'enlever. Donc ça, quand on veut faire un échange de valeur économique, c'est important de ne pas pouvoir le supprimer ensuite. Il est décentralisé. Ça veut dire que tu as la même information qui est répartie sur plein de serveurs partout sur Terre et qui est répliquée de la même manière. Donc là encore, quand tu veux faire un échange économique, c'est important parce que tu ne peux pas juste détruire l'information. Elle est en fait, tu ne peux pas la supprimer. Tu ne peux pas non plus la censurer du coup. La décentralisation, c'est une protection contre la censure. Si toi et moi, on veut échanger du Bitcoin, par exemple, ou de l'Ether, n'importe quoi, rien ni personne ne peut nous empêcher de le faire. Par contre, si on avait envie de s'échanger du rouble, ou prenons le rouble, je reste dans la géopolitique, à mon avis, ça va être compliqué. Pour deux Français comme nous, de s'échanger du rouble, je ne pense pas que ce soit possible. Je n'ai pas fait la vérification, mais à mon avis, ça va être compliqué. Donc voilà, d'un côté, on a un système qui est censurable, de l'autre, un système qui est non censurable. Dernière propriété, c'est un réseau qui est authentifié. Ça, les gens qui connaissent l'écosystème le savent bien. Ceux qui ne le connaissent pas ou mal le savent un peu moins bien. Mais en fait, on sait qui fait quoi, au sens de quel pseudonyme fait quoi dans le registre blockchain. Les transactions sont signées et donc on sait qui fait quoi. Ce n'est pas du tout un registre anonyme. Il y a des moyens de protéger son anonymat, mais ce ne sont jamais que des moyens. À la base, le système il est pseudonyme. Voilà. Donc c'est ça que j'expliquerai à quelqu'un de 20 ans. Registre décentralisé, authentifié, inaltérable, qui permet de faire de l'échange de valeurs économiques et qui vit sur des centaines de milliers d'ordinateurs partout sur Terre. Ok, très bien, très clair. Ok, merci. Et pour toi, l'apport principal de la blockchain, c'est quoi en gros Pour moi, l'apport principal de la blockchain, c'est de rendre aux individus de la souveraineté. C'est-à-dire que pour moi, fondamentalement, ce que ça vient toucher la blockchain, c'est la capacité des individus d'organiser des échanges entre eux comme ils le souhaitent. Si on a envie de se mettre d'accord tous les deux sur un système dans lequel, par exemple, la monnaie est distribuée via un revenu de base, parce qu'on pense que c'est une bonne idée, et ben en fait, on peut le faire. On peut utiliser les technologies blockchain pour le faire. Et d'ailleurs, certains l'ont fait. Ça s'appelle Democracy Earth. Et le jeu s'appelle UBI de mémoire, Universal Basic Income. Et donc, ça existe, quoi. Donc ça, c'est sur Ethereum. D'autres l'ont fait sans Ethereum, notamment le projet de Niter. Et donc, en fait, vraiment, ça nous rend la liberté ou la souveraineté, c'est à peu près la même chose, en tant qu'être humain, d'organiser nos échanges économiques comme on en a envie. Si on veut utiliser une monnaie qui ne dépend pas d'une autorité politique, comme les monnaies fiat par exemple, et qu'on veut utiliser cette monnaie pour faire des échanges de valeurs économiques entre nous, on peut utiliser le Bitcoin. Et c'est la même chose. En fait, tu connais la politique monétaire du Bitcoin. Elle était annoncée clairement dès le début. Tout le monde la connaît, je pense. Probablement que tous les gens qui regardent la vidéo la connaissent. Et donc, à partir de là, en tant qu'individu souverain, tu peux décider de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Tu fais ce que tu veux. Mais au moins, on ne t'a pas pris en traître, quoi. C'est pas, tu te réveilles un matin, la Banque centrale a décidé qu'elle allait augmenter ses taux de temps, qu'elle allait poursuivre son programme de quantitative easing ou pas. Tu ne sais pas comment elle prend les décisions. Peut-être que c'est les bonnes décisions, je ne sais pas. Mais, alors que sur la blockchain, c'est beaucoup plus transparent, quoi. bah ouais. Alors après, c'est pas les bisounours la blockchain. Oui, bien sûr. Il y a aussi des arnaques, tu as aussi des gens qui font n'importe quoi, ça c'est la nature humaine.
Bien sûr. mais c'est un outil qui permet de rendre aux individus qui sont intéressés par ça leur souveraineté sur la manière dont ils organisent leurs échanges de valeurs économiques. Et ça, je pense que c'est colossal comme. Bien sûr. Et toi qui es dans l'écosystème blockchain depuis plusieurs années, tu as dû noter des évolutions entre le monde de la blockchain, par exemple, en 2017 et aujourd'hui, quoi. Avec l'arrivée de, justement, tu l'évoquais tout à l'heure, avec beaucoup de nouvelles blockchains qui sont arrivées. Ouais, alors il y a beaucoup de nouvelles blockchains qui sont arrivées. Il y a aussi beaucoup d'anciennes blockchains qui ont disparu. Ouais. Euh, Ouais. Moi, pour moi, je trouve très intéressant tous les nouveaux projets de blockchain. J'attends encore un projet qui me convaincra vraiment que Ethereum est obsolète. Pour l'instant, j'y crois pas. Je constate que l'essentiel de l'activité a lieu sur Ethereum, que c'est Ethereum qui détient le lead sur l'innovation, sur ce qui se fait vraiment. Et ça, je pense que à mon avis, c'est parti pour durer. Alors, on va se prendre des milliers de commentaires de tous les gens qui soutiennent d'autres projets, mais c'est pas grave. On vous aime aussi. Ce que je dis, c'est juste regardez le top 10. Regardez le top 10 par market cap sur les 6 dernières années. Regardez le top 10 sur les 6 dernières années et dites-moi les cryptos qui sont encore dans le top 10, qui y étaient il y a 6 ans et qui sont encore aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Je peux vous le dire, j'ai fait l'exercice, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des gens qui sont passés par le top 10, alors là, c'est le cimetière. Donc moi, j'attends pour voir. Hein. Peut-être je me ferai convaincre qu'il y a d'autres cryptos qui valent le coup. Hein. Mais, Et est-ce que tu penses que Ethereum passera devant Bitcoin en termes de market cap, justement? Attends, la question à $1 million. C'est ça qui doit être. Où est-ce que je l'ai mise Je pense que oui. Mais en vrai, j'en sais rien. Personne ne sait. Je pense que oui, parce que de mémoire, on n'est plus si loin. On doit être à x2, je crois, entre les deux actuellement, un truc comme ça. Donc, c'est pas très loin. x2 dans la crypto, c'est voilà. C'est sûr. Franchement, et ce qu'on constate aussi, c'est que Ethereum tend à être plus volatile que Bitcoin. Donc, ces deux ingrédients mis ensemble. Et si on regarde si on fait une espèce d'analyse, là, parce que c'est pas bien ce qu'on fait. On fait de l'analyse des entrailles. Là, tu me demandes de faire des prédictions en regardant les signes dans le ciel. Et je me prête au jeu. Si on fait l'analyse du narratif comparé Bitcoin et Ethereum, le narratif qui est autour d'Ethereum en ce moment est extrêmement fort, extrêmement puissant, porté par l'arrivée de The Merge. Le fait que du coup la communauté Ethereum va pouvoir dire à raison qu'ils ont diminué de 99,95% la consommation énergétique d'Ethereum, et c'est sans doute une bonne chose. Hein. Donc, après, ça reste, c'est vrai que comparer Bitcoin et Ethereum n'a pas forcément de sens parce que Bitcoin, c'est plus une sorte d'or numérique, on va dire, de réserve de valeur, alors que Ethereum, c'est plus une sorte de pétrole, de combustible pour faire fonctionner des smart contracts, etc. Mais... Complètement, c'est parfaitement bien résumé. C'est pas les mêmes matières premières, c'est pas les mêmes buts, c'est pas les mêmes objets. Après, si effectivement on assiste à un flipping de la valeur de Bitcoin et d'Ethereum, je pense que ce sera un petit séisme quand même. Oui, je pense. Oui, bien sûr. Ce sera un sacré séisme. Mais on verra, hein, qui vivra verra. Je pense pas que Bitcoin disparaîtra parce que l'écosystème repose trop sur Bitcoin depuis trop longtemps. Il y a vraiment une sorte de mythe aussi autour de Bitcoin. Exactement, il y a un mythe fondateur qui va être difficile à dépasser. Bien sûr. Et pareil, hein, si on regarde les nouvelles politiques monétaires d'Ethereum, a priori, la production d'Ethereum va être très réduite, voire quasi nulle après The Merge. Donc ça, c'est plutôt déflationniste pour Ethereum, ce qui veut dire que ça fait monter sa valeur. Avec le IP 1559 aussi. Ça. Ouais, ok, très bien. Alors, une autre question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le Web3? On va devenir faire Alira.
Franchement, hein, écoute, j'ai envie de te dire. Non, mais j'en donnerai deux du coup. Ouais, je vais en donner deux. Donc, le premier, c'est de faire rien. Et le deuxième, c'est investissez-vous. Investissez-vous dans l'écosystème, allez aux événements, portez-vous volontaire à des événements. Quelqu'un qui me dit j'ai envie de m'investir dans le Web3 et qui n'a pas rempli le formulaire pour être volontaire chez SCC il y a 2 mois, je ne comprends pas sa démarche. Tu me dis que tu veux t'investir dans le Web3, mais dans les événements communautaires, en plus, franchement, c'est un bijou, ETHCC. Hein. C'est un bijou parce que c'est un événement de ce niveau, de ce calibre, avec tous les protocoles qui sont là, avec vraiment la pointe de l'écosystème qui est là. Et cette volonté de cet événement de rester non lucratif, de reposer beaucoup sur des volontaires, vraiment, ils font un travail incroyable. Donc ça, vraiment, si quelqu'un veut intégrer l'écosystème, il faut se porter volontaire à ce genre de choses. Il faut participer à NFT Biarritz, à Surfing Bitcoin, à tous ces événements, il faut y être. Quoi. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, l'écosystème finalement est encore assez ouvert. Finalement, ça ne sera pas forcément le cas encore dans 4 ou 5 ans. Donc, c'est justement le moment. Le cas encore dans 4 ou 5 ans, effectivement. Et puis après, c'est rejoignez les Discord, renseignez-vous, faites des choses. Le plus important, c'est de pratiquer, c'est de commencer à faire des choses. Donc, faites des choses. Si vous ne le faites pas sur Ethereum, faites-le ailleurs. Je sais que les frais sont parfois élevés, même si là, ils sont raisonnables. Hein, franchement, je fais des transactions à 15 GWay en ce moment. Je suis content. Non, c'est sûr. Ok. Est-ce que tu auras un livre à recommander sur la blockchain, sur le Bitcoin Je dirais, je pense que Mastering Ethereum reste une bonne référence. Je pense que c'est un bon point d'entrée pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Ouais. Ok, très bien. Alors, j'ai pas d'autres questions. Attendez, juste regarder. Pardon. On va couper ce montage. J'avais d'autres questions. Oui, j'ai une autre question. Comment tu te tiens informé sur la blockchain parce que c'est un monde finalement qui évolue très très vite. Comment tu te tiens informé? Je dirige une école qui est spécialisée dessus. Oui, bien sûr. Alors, je le dis un peu en forme de blague, mais du coup, pour te décrire, et en vrai, moi, j'ai beaucoup d'informations qui viennent de là parce qu'en fait, les intervenants, on échange avec eux, on discute avec les gens, on crée tout ça. Après, pour répondre sans la blague, ça va être, on va dire, 3 grandes sources d'informations. La première, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les Twitter des projets, toute la partie réseaux sociaux où il y a énormément d'informations qui passent. La deuxième, c'est un peu plus dans le détail, c'est les Discord, les Telegram des projets, quand on commence à rentrer vraiment dans le détail d'un projet. Et puis la dernière, c'est de parler avec les gens, de parler avec les gens qui construisent et de faire les choses. Et puis de lire la presse spécialisée. Les journaux qui existent, les vidéos, d'aller chercher toutes ces infos à ces endroits-là. Ça, c'est plutôt une bonne manière, je pense. Ok, très bien. L'interview va bientôt finir. Est-ce que tu aurais je sais pas, un dernier mot à ajouter ou... Merci beaucoup à toi pour l'interview. C'était hyper sympathique et hyper agréable. Et puis, écoutez, je ne sais pas quand est-ce que l'interview sort, mais s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, nous, on a la prochaine session qui commence le 26 septembre. Voilà. Donc, si vous voulez vous former, c'est le bon moment. Vous pouvez utiliser votre CPF et compagnie pour vous former. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Et puis, voilà. Bien sûr. Oui, et puis tu évoquais aussi le fait de lire des médias pour se tenir informé. Donc, vous pouvez lire également Coinprix. Voilà, donc on s'en pub aussi. Lisez Coinprix. Donc voilà, ok, très bien. Merci en tout cas pour le temps que tu m'as accordé, Jérémy. Et puis, on essaiera de sortir une interview sous peu.